Je vais demander à Ilyes Bouabdallah, donc chirurgien thoracique à l'hôpital Saint-Joseph, de bien vouloir nous parler du dépistage du cancer du poumon. Enchanté, je suis le docteur Ilyes Bouabdallah, je suis chirurgien thoracique à l'hôpital Saint-Joseph. Merci beaucoup pour l'invitation. Cette première expérience pour moi de discuter avec des patients, plusieurs d'un coup, normalement c'est un par un en consultation. Donc j'espère qu'on va réussir à vulgariser et à parler de quelque chose qui probablement sera la plus grosse révolution dans le cancer du poumon. On a parlé de formidables thérapeutiques et innovantes qui vont nous aider, mais ce qui nous aidera le plus probablement c'est ça. C'est le dépistage, c'est prendre en charge la maladie le plus tôt possible. Vous savez que le seul moyen de guérir d'une maladie cancéreuse, c'est de la prévenir et de la dépister. On va essayer de parler de ça, mais il s'agit encore que d'un projet. Le dépistage du cancer du poumon en France, ce n'est pas encore systématique, pour plusieurs raisons dont on va parler. Tout d'abord, pourquoi dépister, qui dépister, comment le faire, et je vais vous présenter notre exemple que nous avons mis en place à l'hôpital Saint-Joseph. Alors pourquoi dépister ? C'est parce qu'il s'agit d'une maladie extrêmement fréquente. Le cancer du poumon, c'est la première cause de mortalité dans le monde, mais c'est surtout très fréquent. C'est très fréquent, c'est généralement le troisième cancer en incidence, tout sexe confondu. Et je vous l'ai dit, c'est extrêmement grave. C'est grave parce que malheureusement, découverte à un stade trop tardif. Et on a aujourd'hui l'équivalent chaque année d'une vague Covid de cancer et du poumon qui vont décéder, c'est-à-dire environ en France 30 à 40 000 décès par an. Pour avoir le chiffre exact, c'est 2 millions de morts dans le monde chaque année. Donc vous voyez, on parle d'une maladie très grave. J'aime bien moi faire les comparatifs. Le cancer le plus fréquent chez l'homme, vous savez, c'est la prostate, on en a parlé tout à l'heure. Le plus fréquent chez la femme, c'est le sein. Le plus fréquent chez les deux réunis, c'est le colorectal. Maintenant, on va additionner le nombre de morts liés à la prostate, au sein et au colorectal, tous ensemble, ça fait moins que le poumon tout seul. Vous comprenez qu'il s'agit bien d'une maladie, même d'un problème de santé publique qui n'est clairement pas résolu. On parle d'un souci pour lequel le diagnostic est trop tardif, et donc on va essayer de comprendre quel serait l'enjeu de découvrir plus tôt cette maladie, ce fléau. Les facteurs de risque, c'est principalement le tabagisme. C'est d'ailleurs sur quoi on va cibler notre présentation. Le tabagisme, c'est 90% des cancers du poumon. Donc vous allez tous me dire, moi je connais quelqu'un, le voisin qui fume pas, etc. C'est vrai. Néanmoins, la première cause de cancer du poumon, c'est le tabagisme. Le tabagisme, on l'associe trop souvent au cancer du poumon. Mais c'est pas que ça, c'est le cancer du poumon, le cancer de vessie, le cancer ORL, c'est des maladies cardiovasculaires qui, je vous rappelle, sont la première cause de mortalité dans le monde, avant les cancers. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, quand on fume, on aura un problème quoi qu'il arrive. La question, c'est pas est-ce que je vais faire une maladie, oui ou non, liée au tabac, c'est quand je vais la faire. Mettez-vous bien ça au fond de la tête, malheureusement, le tabagisme, on perd toujours. Et aujourd'hui, il me semble que le message le plus important, ça va être la prévention primaire, ça va être l'arrêter le tabac, et ensuite le dépistage. Le dépistage viendra donc qu'à une seconde étape. D'autres facteurs de risque reconnus, on parle de l'amiante, on a à côté de nous les chantiers de La Ciotat, qui ont beaucoup de personnes exposées à de l'amiante. Il y a le radon, il y a les antécédents familiaux, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens. Et actuellement, depuis l'année dernière, on a pu mettre en évidence l'impact de la pollution. Il s'agit d'une maladie qui est en train de changer. Le cancer du poumon, jusqu'à présent, c'était que des hommes alcoolo-tabagiques, de manière caricaturale. Et il y avait très peu de femmes et très peu de non-fumeurs. Aujourd'hui, dans mon activité, j'ai moitié d'hommes, moitié de femmes que je prends en charge, et jusqu'à, je vous ai dit, 10 à 15% de patients qui n'ont jamais fumé, donc probablement avec les autres facteurs de risque qui sont là. C'est une maladie qui est stable chez l'homme et qui explose chez la femme, et qui vient de détrôner, je crois, en tout cas, c'est peut-être pas cette année, mais peut-être l'année prochaine, le cancer du sein. On est en train malheureusement d'avoir ce fléau qui touche de plus en plus les femmes. Et donc il va falloir avoir un changement de paradigme et de mentalité, de croire que c'est réservé aux hommes fumeurs. On a malheureusement cette pathologie qui touche toute la population. Pourquoi le cancer du poumon, on a une maladie si grave? Parce qu'en fait, il n'y a pas de nerf dans le poumon. Donc on peut avoir une tumeur qui va grossir sans avoir le moindre symptôme. On peut se trouver avec une tache, une boule de plusieurs 5, 6, 10 cm sans le moindre symptôme. Et c'est pourquoi on le découvre généralement à un stade trop tardif. La tumeur a eu le temps de grossir et donc d'envahir le reste du corps. On parlait tout à l'heure des métastases. Vous avez compris que la tumeur, c'est un peu comme le vaisseau amiral, et les métastases, les autres vaisseaux filles qui vont essayer donc de contaminer le reste de l'organisme. Et ben, le cancer du poumon, dans la majorité des cas, au moment où on le découvre, il y a des métastases. C'est ce qu'on appelle le stade 4, et
c'est le véritable problème aujourd'hui, c'est qu'on trouve le cancer du poumon à un stade avancé dans la majorité des cas et dans un stade localisé uniquement dans le poumon dans seulement 10 à 15% des cas. Dans 10 à 15% des cas, cette maladie, elle peut être guérie lorsqu'elle est découverte à un stade localisé, comme je vous l'ai dit. Vous voyez que le stade 1, c'est la maladie uniquement dans le poumon. Le stade 4, c'est la maladie métastatique dont j'ai parlé. Vous avez vu, il ne s'agit clairement pas de la même maladie. En haut, c'est une maladie qui est guérissable. En bas, c'est une maladie malheureusement beaucoup plus difficile. Alors aujourd'hui, il y a de l'innovation thérapeutique qui permet de contrôler cette maladie le plus longtemps possible, d'essayer de la faire correspondre de manière caricaturale à une maladie chronique. Dans le poumon, on n'y est pas encore. On y arrive dans le cancer du côlon, dans d'autres maladies. Le poumon, c'est une maladie extrêmement agressive dans laquelle on a vraiment envie de le découvrir tôt, de l'enlever et espérer une guérison. Donc il y a une arme extrêmement efficace pour la maladie lorsqu'elle est localisée, c'est la chirurgie. La chirurgie consiste à retirer la tumeur avec des marges. Généralement, on enlève soit un lobe, soit un segment. En tout cas, c'est une petite partie du poumon. Et en fonction des résultats de l'apis opératoire, on va décider si on doit compléter ce geste avec un traitement systémique, c'est-à-dire des médicaments, soit la chimiothérapie, soit ce que vous entendez actuellement aux informations, ce qu'on appelle les thérapies ciblées, l'immunothérapie. Beaucoup d'espoir pour l'avenir pour essayer de faire des traitements sur mesure et beaucoup moins toxiques, comme le disait tout à l'heure le Dr Souquet, où on a la chimiothérapie qui est vraiment l'équivalent de la bombe atomique. Et on essaye aujourd'hui d'avoir quelque chose de plus personnalisé, tel un sniper. Dans la littérature actuellement, donc il n'y a pas les... Non, c'est pas grave, on va directement regarder comme ça, excusez-moi, il y a des animations, peu importe. Dans la littérature aujourd'hui, on a essayé de savoir est-ce qu'on pouvait donc changer de paradigme et découvrir la maladie plus tôt. Je vous ai rappelé tout à l'heure environ que 15% des cas qui ont un cancer du poumon découvert à un stade dans le poumon, et la grande majorité plus loin. Donc ce qu'on aimerait, c'est découvrir chez la majorité des cas un cancer uniquement localisé au poumon pour pouvoir les guérir, parce qu'on a vu que la chirurgie était une arme efficace. Donc on s'est dit, est-ce qu'on peut dépister pour arriver plus tôt à le découvrir? Il y a eu 2 grandes études, une nord-américaine, la NLST, et une européenne, Nelson, qui ont montré un avantage indéniable au dépistage. Ce dépistage, je vais vous expliquer comment on le fait, mais j'aimerais juste vous donner l'impact de ces études. Il n'y a jamais eu, pour le cancer du côlon, le cancer de la prostate ou le cancer du col de l'utérus, du sein, du côlon ou de l'utérus, qui sont actuellement les 3 cancers qui sont dépistés, il n'y a jamais eu une publication et une littérature aussi puissante. Il y a environ entre 50 et 60 000 malades inclus dans les bras. Il s'agit d'études formidablement bien designées. Et donc aujourd'hui, toutes les sociétés savantes qui travaillent avec le cancer du poumon incite les instances à commencer un dépistage, puisqu'on a vraiment une littérature extrêmement pertinente montrant l'importance du dépistage. Vous voyez qu'aujourd'hui, quand on dépiste les patients avec un scanner faiblement dosé, ils ont une mortalité qui est plus faible. En gros, retenez que dans 25% des cas, ils ont une diminution de la mortalité par cancer du poumon par rapport à ceux qui ne sont pas dépistés. J'aimerais juste faire un point sur ça, c'est la mortalité globale. Vous savez que quand vous dépistez le sein, le côlon ou le col de l'utérus, qui sont les 3 cancers dépistés actuellement, vous diminuez la mortalité par cancer de chacun de ces organes. Le dépistage du poumon diminue la mortalité globale. En d'autres mots, elle va augmenter votre espérance de vie. Si vous faites dépister d'un cancer du poumon, on va augmenter son espérance de vie. Pourquoi? Parce que l'examen qu'on va utiliser, c'est un scanner, je vais vous en parler, mais ce scanner, il regarde de là à là. En gros, dans cette région anatomique, il y a plein de choses intéressantes. Il y a effectivement le poumon, mais il y a également les problèmes cardiovasculaires. On voit de l'athérosclérose, on voit des anévrismes, on voit de l'ostéoporose, on voit de l'emphysème. Toutes ces maladies associées au tabagisme. Donc le message, c'est que quand on se fait dépister d'un cancer du poumon, on va aussi voir d'autres choses. C'est peut-être comme un bilan de santé du patient tabagique, plus qu'un dépistage du cancer du poumon. Je vous ai dit tout à l'heure que seulement dans 15% des cas, 15 à 18% des cas, le cancer du poumon était découvert à un stade localisé dans le poumon. Dans toutes les études qui ont été faites sur le dépistage, vous voyez le nombre de stades localisés, ils sont en bleu, en gros entre 50 et 86%. En moyenne, on retient que c'est à 66% le nombre de cancers découverts à un stade localisé. Donc tout à l'heure, on a dit que dans la vraie vie, aujourd'hui, on découvre dans 15% des cas la maladie à un stade opérable et guérissable. Et bien si on dépiste, on est aux alentours de 66% des cas. On change complètement de maladie. Donc aujourd'hui, toutes les sociétés savantes qui travaillent dans le cancer du poumon ont dit il faut commencer un dépistage. Alors le dépistage, il doit dépendre de l'HAS en France, et l'HAS a dit OK, on va revoir notre copie. En 2016, ils ont dit non, on n'a pas encore assez d'éléments. Maintenant qu'il y a les grosses données dont je vous ai parlé, les grandes études dont je vous ai parlé, ils ont dit OK, a priori, il faut qu'on le fasse, mais on a besoin d'études en vie réelle, d'expérimentation en vie réelle.
Et tout dernièrement, en fin d'année 2022, l'Union européenne incite tous ses États membres à dépister le cancer du poumon. Donc à un moment donné, la France n'aura plus le choix, il va falloir qu'elle y aille. Le problème, c'est qu'on est assez refroidi quand on voit les mauvais élèves que nous sommes français pour dépister les cancers en général. Tout à l'heure, mes collègues parlaient du dépistage des cancers dans la région. Dans le sein, on est aux alentours de 30 à 35%, alors qu'on reçoit par la poste une convocation, on a un suivi gynécologique, donc a priori, on a du mal à comprendre comment ça se fait qu'en France, nous soyons si peu sensibles à ce dépistage, qui, je vous rappelle, à mes yeux, est le seul moyen de guérir d'une maladie comme celle-ci. Le discours, il ne doit pas être moralisateur, il doit être de trouver le meilleur canal, le meilleur vecteur pour sensibiliser les gens. Peut-être que recevoir par la poste, ce n'est pas le meilleur canal. Peut-être qu'il faudra qu'on trouve d'autres moyens d'expliquer aux gens la pertinence, la plus-value et pourquoi on y croit, en fait. Ce n'est pas juste parce qu'on a besoin de faire des sous ou quoi que ce soit. Il y a un fantasme autour de la médecine qui doit disparaître par beaucoup plus d'explications. Donc, qui dépister maintenant? On va s'intéresser qu'aux fumeurs. Vous avez vu, je vous ai dit que c'est 90% des cancers du poumon. Si on commence à essayer de dépister les autres, on risque d'avoir une balance bénéfice-risque défavorable. Donc on cible le principal facteur de risque. Mais pas tous les fumeurs, ceux qui ont une intoxication suffisamment importante. Dans les 2 grandes études dont je vous ai parlé, qui ont été publiées dans des revues scientifiques extrêmement importantes, on commence entre 50 et 75 ans. Et quand on a fumé, je vais être caricatural, plus qu'un paquet par jour pendant 15 ans. Donc il y a plusieurs techniques de calcul, mais retenez ça, si vous avez 50 ans et que vous avez commencé à fumer à l'âge de 20 ans, il y a de grandes chances pour que vous correspondiez aux critères d'inclusion de ce dépistage. Comment dépister? Je vous ai parlé du scanner. Donc le scanner, c'est un examen qui est rapide, qui est indolore, et qui va permettre de regarder à l'intérieur de votre thorax grâce à des rayons X qui vont nous permettre de voir de manière très fine une tumeur à son stade le plus précoce possible. La radiographie n'est pas bonne parce que la radiographie est trop grossière. On ne verrait une tache que si elle était grosse. Le scanner nous permet de voir des tumeurs de quelques millimètres. Et en fait, aujourd'hui, on guérit des cancers du poumon dès l'ordre qui commence à apparaître même de moins de 1 cm. Plus on les prend tôt, plus on a des chances de guérison. Demain, qu'est-ce qu'on va faire? Demain, on va essayer d'être encore plus dans la sélection des patients, et je suis convaincu que l'avenir sera extrêmement performant, et il y aura probablement la place à de l'intelligence artificielle pour nous aider à identifier ces taches dans le poumon. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'aujourd'hui, si vous allez faire un scanner et que vous fumez, peut-être même si vous ne fumez pas, on va peut-être trouver une tache dans votre poumon. Ce n'est pas parce qu'on a une tache au poumon qu'on a un cancer du poumon. Une tache dans le poumon, c'est extrêmement fréquent. Environ 50% des tabagiques ont des taches dans le poumon. Et la majorité d'elles sont bénines. C'est comme si vous allez voir votre dermatologue qui regarde vos grains de beauté. Vous n'avez pas que des cancers de la peau. Vous avez des grains de beauté. Dans le poumon, c'est pareil. Le poumon est un filtre à air. Donc quand on respire, on peut avoir des bactéries, des virus qui passent, et donc avoir des taches au poumon. Il faut donc surveiller, voir l'évolution, refaire les scanners dans le temps, avoir des équipes dédiées qui ont l'expertise de ces cancers-là pour vous dire si c'est quelque chose a priori de suspect ou pas. Pourquoi? Parce que le risque est tombé dans le surdiagnostic, de commencer à faire passer des examens pour tout et n'importe quoi et opérer des gens qui n'en auraient pas besoin. D'accord? D'où la difficulté de l'interprétation de ces scanners, et demain, je suis convaincu que l'intelligence artificielle pourra nous aider. Je vais vous parler donc aujourd'hui de l'exemple que nous avons mis en place. Pourquoi? Parce qu'en France, je vous le dis, ça n'existe pas. On l'espère de tout cœur que dans les années à venir, l'HAS prendra le lead. Donc actuellement, on a mis en place, avec le soutien de la Ligue contre le cancer et de la fondation de notre hôpital, une étude qui s'appelle DEPITAB, qui est une étude institutionnelle. En gros, vous croyez quoi? Le mieux, c'est d'envoyer la vidéo. Vous pouvez le faire, s'il vous plaît, monsieur. L'hôpital Saint-Joseph, avec le soutien de sa fondation et de la Ligue contre le cancer, lance une vaste étude clinique sur le dépistage du cancer du poumon. Qu'est-ce que le cancer du poumon? C'est une maladie qui se développe à partir d'une cellule normale qui va se transformer et se multiplier pour former une tumeur dans le poumon. Sans traitement, cette tumeur peut grossir et entraîner des métastases. Le tabac en est le principal facteur de risque. Cette maladie est la première cause de mortalité par cancer en France et dans le monde, car trop souvent découverte à un stade tardif. Pourquoi cette maladie est-elle souvent détectée tardivement? Il n'existe pas de symptômes spécifiques au cancer du poumon. Les premiers temps, cette maladie est souvent silencieuse, d'où l'intérêt d'un dépistage pour la découvrir le plus tôt possible. En effet, plus la maladie est prise en charge tôt, meilleures sont les chances de guérison. Pour le moment, le dépistage généralisé du cancer du poumon n'existe pas, contrairement au cancer du sein ou du côlon par exemple. C'est pourquoi l'hôpital Saint-Joseph a décidé de développer une étude clinique afin d'étudier en vie réelle la mise en place d'un programme de dépistage du cancer du poumon. Comment se déroule cette étude sur le dépistage du cancer du poumon? Pendant 1 an, 1000 volontaires âgés de 50 à 80 ans
fumeurs actifs ou anciens fumeurs, pourront faire partie de l'étude. Les participants seront surveillés par scanner thoracique à faible dose. Il s'agit d'un examen simple, rapide et indolore. Selon les résultats, la personne sera orientée vers une équipe spécialisée afin de poursuivre les explorations et de bénéficier d'un éventuel traitement. En parallèle, un accompagnement au sevrage tabagique sera possible. Qui peut participer à cette étude? Vous pouvez participer à cette étude si vous avez entre 50 et 80 ans, vous fumez ou avez fumé l'équivalent d'un paquet par jour pendant 15 ans. Comment participer à cette étude? En complétant un questionnaire rapide de 3 minutes, soit en flashant ce QR code, soit en vous dirigeant vers une des bornes interactives au sein de l'hôpital Saint-Joseph. Étude en accord avec la démarche Lieu de santé sans tabac. Donc vous avez vu, le but c'est vraiment d'essayer d'expliquer la pertinence. Et le scanner, si je ne l'ai pas dit, c'est un scanner sans injection, c'est un scanner qui essaye d'être le moins irradiant possible. C'est l'équivalent, je ne vais pas dire de bêtises, d'une dizaine de radiographies du thorax, alors qu'avant on était sur plutôt des centaines avec des scanners plus irradiants. En conclusion, moi, je voudrais juste terminer après avec un dernier témoignage de patients, parce qu'on est avec aujourd'hui pas des patients, excusez-moi, mais des personnes, des individus, ce qui est assez, je vous dis, rare. Et donc j'espère qu'on a pu être le plus explicatif possible. Je voudrais vous parler de ce cas de monsieur Demoré, qui est un patient que j'ai opéré, qui aujourd'hui est le président d'une association qu'on a mis en place. Donc je pense qu'on peut envoyer la vidéo et après je répondrai à vos questions avec plaisir. Je m'appelle Marc Demoré, j'ai 65 ans, je suis encore en activité, je suis cadre de direction dans une compagnie d'assurance, je suis marié et j'ai 3 enfants. Comment je l'ai découvert? Écoutez, de manière tout à fait fortuite, puisque je pratiquais la course à pied, et lors de plusieurs sorties, je me sentais pas à l'aise, un peu essoufflé. Donc j'ai consulté mon médecin, qui a prescrit radio, scanner, et les résultats du scanner ont montré qu'il y avait un nodule. On ne savait pas si c'était cancéreux ou pas. Le pneumologue que j'ai consulté a pris la tâche de mon chirurgien, d'Ilyes Bouadbala, qui avait de fortes présomptions pour diagnostiquer un cancer. Ceci étant, le nodule était tout petit, c'était à un stade très précoce. Et ce n'est pas ce petit nodule qui a provoqué les essoufflements que j'avais, c'était tout simplement parce que je courais très mal, que je courais trop vite pour une reprise, puisque j'avais arrêté pendant quelques mois la course à pied. Alors mon parcours de prise en charge a été dicté par le docteur Ilyes Bouadbala, qui m'a fait passer une batterie d'examens pour bien s'assurer que le nodule était à la fois localisé et donc opérable. C'est le diagnostic qui est tombé, c'est-à-dire qu'il était bien localisé. Donc j'ai été opéré et pris en charge à l'hôpital Saint-Joseph. Je suis resté 3 jours à l'hôpital, je n'ai pas eu de suite ni de souffrance, ni détestable après l'opération, bien au contraire, j'ai pas eu de douleur. J'étais plutôt en forme, et 1 mois après l'opération, j'ai repris à la fois mon activité professionnelle et la course à pied. Alors, le diagnostic précoce a permis de poser un objectif de guérison, ce qui est rare dans ce type de maladie grave. J'ai eu la chance d'avoir un diagnostic précoce de cette maladie, mais de mon point de vue, on ne peut pas mettre sa vie en permanence dans les mains de la chance. Donc il faut vraiment vous faire dépister. Si vous fumez, faites-vous dépister, car il y a de fortes chances pour que, ayant un dépistage précoce, vous soyez guéri. Et j'en suis la preuve vivante.
de cette voie de guérison. Surtout, faites-vous dépister, parlez-en autour de vous. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est qu'il y a une vie avant et une vie après. Et la saveur de la vie après est beaucoup plus dense. Avant, on vit, après, on se rend compte de la chance qu'on a d'être en vie. Et c'est dans cet esprit que nous avons créé une association qui s'appelle le Souffle d'après, dont je suis le président. Et cette association a pour vocation de faire de la prévention, de pousser au dépistage, d'aider les patients qui vont être opérés, comme ceux qui l'ont été et qui ont besoin de soutien, qui ont besoin de conseils. Et puis, je suis l'exemple vivant qu'il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité. Quand on est bien dépisté, quand on est opéré, on vit. Et pour preuve, j'ai fait la semaine dernière le marathon de Rome. Marathon de Rome, quand même, le mec. Moi, je ne suis pas capable de faire le marathon de Rome. Merci beaucoup. Et juste pour dire que le dépistage, donc, il n'est pas systématique encore. Néanmoins, si vous fumez et que vous allez voir votre médecin généraliste, votre pneumologue, il peut vous faire passer ce scanner. D'accord ? Donc, il n'y a pas besoin d'attendre que l'État prenne le lead. On peut déjà, quand on est sensibilisé, le faire. Merci. Merci beaucoup. C'était très... Alors, vous disiez patients, il n'y a pas que des patients, il y a aussi du grand public. Oui. Donc, ces messages de prévention primaire, c'est aussi l'intérêt de ces printemps de la cancérologie. C'est... pour les non-patients, le grand public simplement curieux de ce qui se passe dans le domaine de la cancérologie, avoir ces conseils pour rester en santé, de l'intérêt de la prévention primaire, de ce que l'on appelle la santé citoyenne, être un peu plus responsable de son état de santé. Et est-ce que vous avez des questions, des réflexions sur cette présentation ? Merci. En fait, je me faisais la réflexion pour avoir un mari qui fume. Jamais notre médecin traitant nous a proposé un scanner de contrôle. Donc, est-ce que effectivement, il n'y a pas un manque d'information auprès des médecins traitants ? C'est une excellente question, bien sûr. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. C'est tout d'abord de sensibiliser tous les soignants, pas que les médecins, mais tous les soignants en général, les infirmiers, tout le monde, sur l'importance de se faire dépister, et par un scanner et non pas par quelques autres examens. Donc vous avez raison, il faut que d'abord nous travaillions à ça d'abord. On estime qu'en France, si on faisait un dépistage comme ça, on pourrait sauver environ 7500 vies par an. Ce qui est monstrueux, hein. C'est énorme. Les accidents de la route, c'est 3000. D'autres questions ? Didier Coven ? Est-ce que, dans ton expérience, là, dans le dépistage, est-ce qu'il y a des gens qui viennent, enfin tu ne le saurais pas forcément, est-ce que tu n'as pas peur, disons, qu'il y ait des gens qui viennent se faire dépister en disant, bon, si jamais, c'est l'occasion, je me fais un truc, j'ai fumé 5 ans, je fais un machin, ce qui minorerait en fait tes chiffres de prévalence parmi une population de fumeurs, par exemple. Alors, par exemple, moi j'ai fumé pendant 5 ans, je vais venir te voir, tu vas me dire depuis combien de temps tu fumes, je vais te dire ça fait 20 ans, je fume un paquet par jour. Ok, on va te dépister, mais on ne va rien me trouver. Voilà. Donc est-ce qu'à la fin, quand tu vas faire tes comptes sur le nombre de gens, tu n'as pas peur qu'il y en ait moins que ce que tu avais prévu de trouver initialement ? Non, c'est une très bonne question. Et non, parce qu'en fait, les études dont j'ai parlé au début étaient extrêmement larges en nombre de patients inclus dans les études de dépistage dont j'ai parlé. Et donc, avec des chiffres aussi gros, en fait, c'est le big data qui permet d'y répondre. Quand on a des chiffres aussi importants de dépistage qui correspondent aux chiffres de la prévalence aujourd'hui dans la population générale, on se rend compte qu'il y a une vraie linéarité entre ces deux chiffres. Après, le dépistage, c'est un moment, je pense, en plus, qui est extrêmement intéressant pour essayer de les convaincre de la nécessité de la prévention primaire, c'est-à-dire du sevrage tabagique. Donc c'est le bon moment pour en parler aussi. Donc même s'ils viennent, comme tu dis, un peu en se disant bon, est-ce que je vais le faire ou pas, donc on en profite en plus, même si on ne trouve rien, pour réinsister sur l'importance de la prévention et du sevrage tabagique. Après, c'est pas parce qu'on trouve rien qu'il faut pas le faire. Quand moi je vais chez le dentiste, j'ai pas forcément des caries. J'y vais tous les ans, c'est un check-up annuel. C'est la même chose pour le poumon. Vous savez que pour conduire, il faut une voiture qui passe au contrôle technique. Peut-être que pour vivre ensemble en société, il faudrait avoir un contrôle technique quand on fume. Et techniquement, comment on oriente les patientes ? Ils les appellent dans le service pour qu'ils aillent faire le dépistage. Actuellement ? Oui, pour les orienter. Actuellement, pour l'étude, c'est une étude. Alors, justement, c'est une étude institutionnelle. On a voulu voir si l'établissement était capable d'absorber
le flux de patients, de consultations pneumologiques, de scanners. Donc le but aujourd'hui, c'est absolument pas de faire la promotion de cette étude. Le but, c'est de parler de la pertinence de cette prévention et de ce dépistage. Actuellement, pour être inclus dans cette étude, il faut se rendre sur place. Il y a des bornes, il y a une dizaine de bornes dans l'hôpital qui vérifient en 4 questions si vous êtes incluable ou non. En gros, on veut savoir si vous avez entre 50 et 80 ans et si vous avez fumé plus que 15 ans. C'est juste ça. Et si oui, on demande vos coordonnées, on vous rappelle pour vous donner un rendez-vous avec un pneumologue et une radio et un scanner du thorax. Si jamais on n'est pas dans l'établissement, il y a le QR code que je montrais, et on peut aussi avoir ce rendez-vous comme ça, ou sur le site de l'hôpital, on le trouve très facilement. Mais le message, c'est surtout d'en parler avec vos médecins généralistes, vos pneumologues, qui sont de plus en plus sensibilisés, et vous avez raison, hein, pas tout le monde, et c'est l'enjeu aujourd'hui, au moment comme aujourd'hui, c'est d'en parler à tout le monde et de diffuser cette information. Et l'objectif de cette étude, c'est d'aller voir les tutelles et de rendre obligatoire ce dépistage, au fond ? C'est pour répondre en fait à la demande de la l'HAS qui voulait mettre en place des expérimentations en vie réelle, parce que, ok, aujourd'hui on a des littératures suffisamment importantes pour dire que ça fonctionne, on ne va pas refaire ces essais-là, on va juste vérifier si à l'État, dans notre pays, si on est capable d'absorber au niveau du maillage territorial ce dépistage. Il faut savoir, comme je vous dis, que les instances sont assez refroidies à mettre en place un nouveau organe dépisté avec les résultats des dépistages qu'on a sur le col, sur le sein et sur le côlon. Donc ils veulent vérifier si c'est possible. Je vais donner un dernier chiffre qui a montré la difficulté de ce programme de dépistage à mettre en place. En France, 12 millions de fumeurs. On est 70 millions, 12 millions de fumeurs. Sur les 12 millions, il y en a environ 2 millions qui seraient éligibles à ce dépistage, donc 2 millions de scanners par an. On n'a que 1000 ou 1200 machines de scanners en France. Donc ouais, une saturation des... Voir si on est capable de l'absorber. Bien sûr. Après, je ne suis pas certain que 100% des patients éligibles le fassent. Et sur le plan coût aussi, parce que ça serait pris en charge de toute façon. Oui. Et sur le plan coût, on ne va pas se mentir, hein, prendre en charge un cancer à un stade localisé, ça coûte beaucoup moins cher qu'à un stade avancé. Et ensuite, les scanners, comme on parle, ils coûtent 80 € environ, un scanner faiblement efficace. Est-ce que le cannabis est moins dangereux que le tabac ou plus dangereux? C'est une très bonne question aussi. C'est tout aussi dangereux. Alors, le cannabis n'est pas aussi cancérigène que le tabac. Néanmoins, il détruit le poumon. Ça veut dire qu'en gros, vous allez finir insuffisant respiratoire beaucoup plus vite qu'avec le tabac. Et puis généralement, on cumule les deux en plus, parce que c'est ça qui est plus drôle. Mais en gros, le message, c'est qu'avec le tabac, il y a de grandes chances de faire une maladie cardiovasculaire ou un cancer. Avec le cannabis, c'est plutôt une insuffisance respiratoire et se retrouver à 40 ans avec de l'oxygène comme une personne âgée. Non, je comprends votre question. Je pense que la maladie est tout aussi agressive aujourd'hui qu'elle l'était avant. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'il y a peut-être encore plus de jeunes qui fument qu'avant, mais je ne suis pas complètement convaincu de ça. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a un énorme travail de prévention qui est fait, en tout cas en France, et je parle bien des pays occidentaux, parce qu'il faut savoir que l'industrie du tabac, elle, c'est la seule industrie qui doit renouveler ses clients. Ses clients décèdent. Donc elle doit constamment renouveler ses clients, et effectivement, elle a donc trouvé beaucoup de ruses pour essayer d'avoir des nouveaux clients. Elle a d'abord aidé les femmes au moment de l'égalité des sexes. Elle a aidé les femmes en leur donnant des cigarettes, en disant « fumez, vous prenez les mêmes vices que les hommes, vous allez voir, c'est bien ». Une fois que les femmes se sont rendues compte qu'il y avait les mêmes maladies liées au tabac, ils ont essayé d'avoir les jeunes. C'est là qu'on a commencé à faire des cigarettes un petit peu à la mode. Vous savez, les cigarettes Vogue, les cigarettes qu'on peut casser le menthol et tout ça. On a mis des packaging où on a fait venir des gens de la publicité. Donc vous voyez, il y a une industrie qui a beaucoup d'imagination pour réussir à renouveler ses clients. Donc les jeunes fument effectivement, mais vous savez, avant on les donnait pendant le service militaire. Donc je ne suis pas convaincu qu'il y ait une grande différence d'agressivité en tout cas. On se rend compte qu'elle change un petit peu parce qu'elle ne touche plus que les hommes, elle touche aussi les femmes, parce que les femmes fument aussi. Et qu'il y a aussi de la pollution qu'on a mis en évidence depuis quelques années, alors qu'avant on n'en parlait même pas. Bonjour. Excusez-moi, je viens de très loin. Je me trouve ici par hasard. À mon mari, au mois de novembre, en Sicile, on lui a trouvé une néoplasie de 5 cm au poumon, avec des métastases sur l'os sacre et l'os iliaque. 10 jours après, à Palerme, on lui a fait une PET, il y avait 3 autres métastases. Ils l'ont fait sortir de l'hôpital comme thérapie l'héparine, le paracétamol et l'oméprazole. On lui a dit, on va faire les tests génétiques. Ils ont fait les tests génétiques, il a fallu 2 mois et demi pour les avoir. Il n'a eu aucune thérapie. Normalement, quand il y a un cancer au poumon avec les métastases, on devrait commencer une thérapie, ou chimio, ou radio. Oui, madame. Alors, effectivement, il faut savoir que quand le cancer du poumon est malheureusement propagé au reste de l'organisme,
il faut faire un traitement, comme vous venez de le dire, ce qu'on appelle un traitement qui touche l'ensemble de l'organisme systémique. Ça peut être en fonction du patient, soit de la chimiothérapie, soit des thérapies ciblées, de l'immunothérapie, de la radiothérapie, tout ce que vous venez de citer. Il y a aussi beaucoup de patients, et je ne voudrais pas dire bêtises, mais je crois que c'est de l'ordre de 20 à 30% des patients qui ne recevront aucun traitement. Je vous dis ça s'est passé en Sicile. Hein. Je vous dis pourquoi, parce que malheureusement, ils n'ont pas forcément un état général, c'est-à-dire une capacité suffisante pour encaisser ces traitements qui sont... Au début, il était très bien. Tous les examens étaient très bien, à part les marqueurs qui étaient un peu hauts, tout le reste était très bien. Toutes les valeurs du sang, c'était impeccable. Ils l'ont laissé 2 mois et demi avec les métastases qui avançaient. C'est ce que je voulais savoir, si c'était normal ou non. Je ne peux vraiment pas vous faire de la médecine comme ça à distance. C'est certain qu'il doit y avoir des raisons pour lesquelles ils n'ont pas commencé le traitement.